Dans les années 80, l'Italie était très présente en Formule 1 et parmi les transalpins, il y avait une équipe du nom d'Osella. Un manque cruel de finances a empêché cette équipe de progresser, mais malgré tout, elle a tenu 10 ans. Bienvenue dans ce 19e épisode de Pire Équipe. Osella trouve son origine dans les années 60 avec Vincenzo Osella, surnommé Enzo. Cet Italien est un ingénieur qui travaille pour Abarth Racing dans les championnats italiens et au début des années 70, il va décider de créer sa propre équipe de course, Osella. En 1912 précisément, il se trouve que cette équipe qui engage des Abarth fait de meilleurs résultats et de meilleures performances que l'écurie officielle. C'est de bon augure. 2 ans après le lancement, Osella passe en monoplace et en 75, il débarque dans le championnat d'Europe de Formule 2, l'antichambre de la F1. Le tout en fabriquant ses propres châssis. Et il faut dire que ça marche plutôt bien. Propulsé par un moteur BMW, Osella termine 7ème et 11ème du championnat, avec notamment une pole position. C'est bien. Mais Osella ne se contente pas uniquement de la F2, la petite italienne va également évoluer dans d'autres catégories comme la F3 ou encore le prototype. L'Osella Squadra Corsa va donc participer aux 24 heures du Mans à 2 reprises. En 1977 avec un engagement officiel et en 1978 avec une équipe qui engage un châssis, qui sera d'ailleurs piloté entre autres par Tom Walkinshaw. Mais les 2 éditions se soldent par des abandons. Après 2 années d'absence, Osella revient en F2 en 1979 et va montrer de très belles choses. Des choses qui vont donner des idées à Enzo. En effet, l'américain Eddie Cheever se révèle avec la Osella en décrochant 3 victoires dans la saison ainsi que la 4ème place au classement final. Et là, Enzo se dit « on va aller en Formule 1 ». À partir du moment où Enzo souhaite aller en Formule 1, tout va très vite. Il demande à son ingénieur Giorgio Stirano de lui dessiner une Formule 1 et la FA1 voit le jour très vite. Elle est équipée du mythique V8 Ford Cosworth et Enzo grimpe en F1 avec Eddie Cheever. Bon, cette voiture a été faite très vite et elle manque de fiabilité, mais surtout, elle fait 100 kg de plus que le minimum autorisé. C'est énorme. Non, ça peut pas aller vite. Il faut espérer que le sponsor Denim permettra à Osella de financer une campagne d'amaigrissement parce que là, Cheever se prend 10 secondes dans les dents en qualification lors du tout premier Grand Prix de la saison. 1 mois plus tard, après 2 non-qualifications, Osella revient avec 45 kg de moins sur sa voiture. C'est énorme de gagner 45 kg. Mais bon, ça reste 55 kg de trop, de plus, l'efficacité aérodynamique est vraiment à revoir. Mais au moins, Cheever se qualifie. Malheureusement, l'américain perd ses freins en début de course et part au carton. Mais au moins, Osella a disputé son tout premier Grand Prix. Mais bon, quand on voit comment, on se dit que la F2 c'est pas trop mal. À force de rouler, la FA1 devient plus performante et Osella parvient à trouver des solutions, ce qui permet à Cheever de se qualifier plus régulièrement, mais la fiabilité est encore un énorme souci. Ça casse tout le temps, sauf une fois. Ouais, au Grand Prix d'Italie où Osella boucle pour la première fois un Grand Prix de Formule 1. 12e et bon dernier pour Cheever, mais en soi, c'est honorable, surtout que c'est à la maison. Dans cette période, la F1 est gangrénée par le conflit FISA-FOCA, la lutte entre légalistes et garagistes basse en plein, et à ce jeu, Osella rejoint les légalistes. Alors qu'on pourrait se dire qu'elle a tout intérêt à rejoindre le clan d'Eccleston au vu de sa situation précaire. Oui, mais la Scuderia Ferrari s'est jouée avec ses relations et en protégeant Enzo Osella, Enzo Ferrari s'assure de son soutien. Ce n'est pas le plus gros des soutiens, certes, mais ça a son importance dans un concours de bits où le moindre millimètre compte. C'est pas très classe comme image, c'est sûr, mais c'est un peu ça. Voire même c'est beaucoup ça. Pour revenir aux sportifs, la fin de la saison donne de l'espoir. La performance d'Imola s'explique peut-être grâce au nouveau châssis FA1B, plus léger, plus étroit et plus aérodynamique. Au Canada, Cheever se qualifie même 14e. C'est très bon et ça donne de l'espoir pour 81. Pour la 2e saison, les finances sont justes, mais ça passe. Et habituez-vous à entendre ça parce que ça ne sera jamais mieux. Le truc, c'est qu'il est difficile pour Osella de retenir un bon pilote comme Cheever qui s'en va chez Tyrrell. Afin de combler les trous dans le budget, les pilotes payants se succèdent en 81. D'ailleurs, il y a dorénavant 2 voitures engagées par week-end. La saison commence avec la FA1B de l'année précédente, comme on pouvait s'y attendre, et ça se joue en fond de grille. La chasse au poids constante permet aux pilotes de se qualifier, mais ces derniers sont souvent victimes d'accidents plus ou moins violents, ou alors du manque de fiabilité. Giorgio Francia, Beppe Gabbiani et Miguel Angel Guerra ne sont pas les plus expérimentés. Pierre Carlo Ghinzani est pas trop mal, mais il en manque.
Mais l'espoir arrive avec un excellent pilote qui n'a pas trouvé mieux qu'Osella qui l'a accueilli, Jean-Pierre Jarier, alias Godasse de plomb. Jarier est expérimenté et très rapide et parvient à pousser l'Osella à son maximum. Le Français réalise de bonnes qualifications avec notamment un 14e temps en Autriche, mais surtout, le Français rentre 4 fois dans le top 10 à l'arrivée. 10e sur l'Österreichring, 9e à Monza et 8e à Silverstone et à Hockenheim. Pas de points car à l'époque ça n'allait que jusqu'à la 6e place, mais malgré tout ce sont de belles performances. D'ailleurs, c'est à Monza en fin d'année que la version C de la FA1 arrive. Ouais, fallait pas être pressé hein. Après bon, quand t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Mais il faut continuer d'y croire, et l'arrivée d'ingénieurs comme Hervé Gulpin en 82 est de bon augure. La FA1C gagne en performance. Osella parvient à conserver le très précieux Jarier qui n'a pas trouvé mieux ailleurs. À ses côtés, Osella engage un jeune pilote italien de 23 ans, Riccardo Paletti. Ce dernier est prometteur mais apporte surtout des finances. Et la libération arrive au Grand Prix de Saint-Marin. Ce Grand Prix est marqué par le boycott des membres de la FOCA. Osella, en soutien de Ferrari, est présent en Émilie-Romagne et va profiter d'un plateau réduit pour briller. Seules 14 voitures engagées et Jarier se montre. 9e temps de qualification et surtout 4e place à l'arrivée du Grand Prix. Juste derrière les deux Ferrari et Michele Alboreto. 3 points, c'est très précieux pour la petite écurie italienne. Et au vu des performances qu'affiche Jarier, c'est prometteur pour la suite. Malheureusement, ça ne va pas durer. Osella va de nouveau être confronté à un drame. De nouveau, car en 81, au Grand Prix de Belgique, l'un des mécaniciens a été fauché dans la pit lane par Reutemann en tombant du mur et des stands. Giorgio Amadeo, un jeune de 21 ans. Gravement blessé à la tête, il décédera le lundi suivant la course. Un an plus tard, pour le Grand Prix du Canada, Osella parvient à qualifier ses 2 voitures pour la 2e fois de la saison. À Imola, Paletti avait pris le 13e chrono des qualifications, mais il n'a pas pu faire beaucoup de mètres en course à cause d'un bris de suspension. À Montréal, l'Italien part depuis la 23e position, mais au départ, il percute de plein fouet la Ferrari de Pironi qui a calé. Les images sont atroces et Paletti ne sort pas. Pire, sa Osella prend feu lorsque les médecins l'atteignent. Inanimé et figé, on craint le pire pour Riccardo. Watkins constate que les paupières du malheureux sont closes. Comme tous les pilotes, il est transporté à l'hôpital et est déclaré mort là-bas. Mais en réalité, il a été tué sur le coup. Jean-Pierre Jarier représente l'équipe pour le reste de la saison et la situation se tend progressivement. Il y avait de l'espoir après Imola, mais malheureusement, il est difficile de trouver du positif après le Canada. À Monza, Godasse de plomb perd une roue à haute vitesse et à Las Vegas, ça se reproduit. Jarier est foudrage et traite son équipe d'assassins. En effet, l'équipe ne peut pas se permettre d'avoir des pièces neuves, faute d'argent. Jarier quitte donc cette équipe de même qu'Hervé Gulpin. On se dit que c'est peut-être fini et pourtant, Osella est encore là en 83. En 1983, Enzo est toujours présent et il engage 2 voitures. Piercarlo Ghinzani revient et Corrado Fabi l'accompagne, le frère de Théo. De plus, Tony Southgate prend la succession d'Hervé Gulpin au département technique. Maintenant, l'objectif de 1983 est de trouver des moteurs turbo pour la suite. Mais à défaut de trouver des moteurs turbo, Osella signe un partenariat avec Alfa Romeo qui leur livre des V12 atmosphériques en attendant les moteurs suralimentés. Bon, la suite n'est pas meilleure et les 2 pilotes passent leur saison à lutter en fond de grille. Aucune qualification en dessous de la 23e place et seulement 3 grands prix bouclés, avec notamment une 10e et 11e position en Autriche. Mais la bonne nouvelle de 1983, c'est la signature d'un partenariat entre Enzo Osella et Carlos Kitty d'Alfa Romeo pour des moteurs turbo en 1984. Et il faut, parce qu'au dernier Grand Prix de la saison, les voitures sont tellement lentes que les commissaires veulent l'interdire le dimanche. Sauf qu'Osella a le soutien d'autres équipes, du coup ils sont là le dimanche. En 1984, on est toujours surpris de voir Osella encore sur la grille de départ, et ils arrivent avec leur ancienne voiture. Peut-être que 2 millions de dollars de budget débloqué au dernier moment les a aidés. Bon, il se trouve que Piercarlo Ghinzani frôle la mort à Kyalami en perdant le contrôle à plus de 250 km/h. Il part en tonneau et sa voiture est coupée en 2. Il est sonné, mais un commissaire de piste le sort à temps alors que sa voiture s'embrase. En plus positif, ce même Ghinzani réalise une miraculeuse 5e place au Grand Prix des États-Unis en offrant 2 points à l'écurie. Et en Italie, Joe Gardner prend une nouvelle 5e place. Un total de 4 points pour Osella, mais en soi, ça ne va pas changer grand-chose. Et non, les années se suivent et se ressemblent. Osella stagne et ne fait pas de résultats. Parfois, quand il y a suffisamment d'abandon et que la fiabilité les laisse tranquilles, il termine dans le top 10, mais pas de points. Rien. Les sponsors ne se présentent pas et il n'est pas rare de voir cette voiture vierge de stickers. Osella est loin en fond de grille, terminant parfois à 10 tours du vainqueur. 1985, 1986, même histoire. Les moteurs Alfa Romeo sont nuls et n'aident pas. Et pourtant, Enzo reste avec eux.
1987 est assez incroyable, Osella ne boucle aucun Grand Prix. Caffi, Tarquini ou Forini n'y parviennent pas. Ils définissent les voitures qu'ils pilotent de carnage. Osella tente désespérément des choses et des modifications, mais rien ne va. La base est tout simplement mauvaise. En 1988, c'est Nicola Larini qui tente de qualifier la voiture bleue, enfin bleue non, parce qu'elle devient noire et jaune. Il ne se qualifie que pour environ la moitié des Grands Prix et parvient même à terminer 9e du Grand Prix de Monaco. Merci les abandons. Voilà plusieurs années que le constat est le même, mais malgré tout, Osella a du mérite. Au vu des moyens financiers déplorables et des moyens techniques guère meilleurs, de voir Osella encore en Formule 1, ça relève du miracle. En 1989, Osella ne voit jamais le drapeau à damier. Les moteurs turbo sont bannis et Osella retrouve les V8 Ford Cosworth. Durant tout ce temps, ils ont fait confiance à des moteurs Alfa Romeo vraiment pas bons. Malgré tout, il se trouve qu'Osella soit plus performante, en tout cas en qualification avec plusieurs top 15. Larini prend même la 10e position sur la grille du Grand Prix du Japon. Alors pourquoi pas? Ça peut peut-être attirer les sponsors de dernière minute. En 1990, Osella récupère le Toulousain Olivier Grouillard, viré de chez Ligier. Le Français montre sa performance au volant de la voiture italienne et sous la pluie de Phoenix, il prend le 8e temps des qualifications. L'étape des préqualifications et des qualifications sont parfois cruelles, mais Olivier confirme que depuis 89, ce n'est pas si mal que ça. Le Français termine à 2 reprises 13e. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans l'équipe. Encore moins qu'avant. Enzo Osella n'a plus le choix, il doit mettre en vente sa structure. Durant la saison 1990, Enzo Osella a donc vendu son écurie de Formule 1. L'acheteur se nomme Gabriele Rumi, président des jantes Fond Métal, sponsor de l'écurie. Et Gabriele ne rumine pas très longtemps avant de virer Enzo. J'ai osé la faire celle-là. Bref, les dirigeants historiques de l'écurie sont donc remerciés et Fond Métal va essayer de faire ce qu'Osella n'a jamais réussi. Progresser. Et il y a de l'espoir car les ressources financières sont meilleures. Olivier Grouillard est conservé par les nouveaux dirigeants, mais la voiture n'est pas meilleure que sa devancière. Le Toulousain se qualifie même moins souvent qu'en 90, mais malgré tout, il prend une belle 10e place à Spa. Mais Olivier est remercié en cours de saison par Rumi qui place Gabriele Tarquini dans la voiture. L'Italien réalise une belle 12e place en Espagne et une 11e place au Japon. Gabriele Rumi constate finalement que la situation financière n'est pas meilleure que celle d'Osella, du coup il opère du changement pour 92. De plus, une 2e voiture est alignée, et si Andrea Chiesa la pilote en début de saison, c'est Eric Van de Poel qui prend sa place en cours d'année. Mais 1992 est catastrophique. Énormément d'abandons et de désillusions. Mais à nouveau, il y a un petit peu de mieux lorsqu'une nouvelle voiture arrive en cours d'année. Ah, ça devient redondant, c'est sûr. Voilà 13 ans que le bilan c'est le même. Et à l'image d'Osella en 90, alors que la voiture semble enfin progresser dans la bonne direction, les finances lâchent. Gabriele Rumi annonce que Fond Métal ne peut poursuivre et cette équipe qui descend d'Osella disparaît de la Formule 1 au soir du Grand Prix d'Italie 92 dans l'anonymat. Mais saluons malgré tout la ténacité d'Osella et de Fond Métal qui ont tenu 13 ans en Formule 1 avec un budget qui était au mieux équivalent à 15% du budget des top teams. Autrement dit, une bouchée de pain. Et ils ont réussi à tenir 13 saisons comme ça. C'est notable, c'est vraiment un instinct de survie remarquable. Après 1990, Osella est retourné fabriquer des prototypes, notamment pour les courses de côte où ils ont de beaux succès dans les championnats italiens et européens. Et vous savez quoi? Osella existe encore, un petit peu comme HDS, ils ont réussi à survivre à la F1. Quant à Fond Métal, ils reviendront en Formule 1 en tant que sponsor principal de Minardi à partir de 97. Le tout jusqu'en 2000 où les moteurs Ford Zetec étaient renommés Fond Métal. Et Fond Métal est une entreprise qui existe encore aujourd'hui. Les fabricants de jantes sont toujours sur le marché. On arrive au bout de ce 19e épisode de Pire Équipe. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis en description quelques liens, des liens qui vous redirigeront vers les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne secondaire La Piste. Donc voilà, soyez curieux, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Osella et Fond Métal. À la prochaine. C'est dingue hein, parce que tu vois, c'est le genre de truc qui peut détruire une équipe, une organisation. On en a vu plein hein, dans cette série des organisations qui ont cessé d'exister après leur échec en Formule 1. Mais Osella a réussi à tenir. Et Fond Métal aussi. Fond Métal après ils avaient vraiment du soutien parce que c'est pas leur programme n'était pas de faire la Formule 1. Leur vrai programme c'était de fabriquer des jantes et en plus de ça ils avaient une écurie de Formule 1 qu'ils avaient racheté. Donc voilà c'était... C'est plus logique que Fond Métal survive que Osella, malgré tout Osella est encore là. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos, même en vrai, dans des courses de code, des prototypes, en fait c'était des Osella. Voilà. Sympathique comme écurie, même si...
Faut vraiment être têtu quand même. Faut vraiment être têtu. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous.